Bonjour à tous. En cette période estivale, je voulais d'abord vous souhaiter de bonnes vacances. Je suppose que la plupart d'entre vous vont bientôt partir en congé, que ce soit en juillet ou en août. Alors si comme moi vous êtes coincé à la maison, eh bien vous pourrez continuer à suivre les vidéos que je vais distiller toutes les 2 ou 3 semaines. Alors comme on l'a vu dans EP51, donc le 5e épisode de notre onduleur, le deuxième étage de notre convertisseur va utiliser des transistors IGBT et non plus des transistors MOSFET. Alors l'IGBT, c'est l'association entre un transistor MOSFET et un transistor à jonction. On verra tout ça en détail dans la vidéo. On verra aussi qu'il existe des sous-familles dans cette catégorie de transistors IGBT, et on verra aussi que, comme pour les MOSFET, il y a canal N et canal P, bien que canal P soit relativement rare et utilisé pour des plus faibles puissances. Mais on va voir tout ça en détail dans la vidéo. Donc d'ici à ce que je lise vos commentaires et vos questions, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors que veut dire IGBT? Alors IGBT veut dire Insulated Gate Bipolar Transistor. Donc c'est un transistor bipolaire à grille isolée. Alors on peut dire que l'IGBT c'est la combinaison d'un MOSFET et d'un transistor à jonction. Donc il combine les avantages des MOSFET, c'est-à-dire la commande en tension, donc facilité de pilotage, la rapidité, et les avantages des transistors bipolaires, c'est qu'il peut manipuler des courants et des tensions très élevées. Alors il présente les avantages par rapport au MOSFET et aussi des avantages par rapport au transistor à jonction. Sa chute de tension à l'état passant étant très faible, sa densité de courant est supérieure. Cela permet d'utiliser une puce plus petite et de réduire les coûts de fabrication. Alors les applications de l'IGBT, donc il est largement utilisé dans les alimentations à découpage, les variateurs de fréquence, les onduleurs, c'est notre cas, donc c'est ce qu'on est en train de fabriquer, et toutes les applications nécessitant une commutation rapide de courant et de tension élevée. Alors si on prend son symbole, on voit qu'effectivement c'est la combinaison à gauche du MOSFET, donc on a la grille, et à droite du transistor à jonction, donc bipolaire, on a le connecteur et l'émetteur. Si maintenant on compare les deux symboles, prenons par exemple le MOSFET et l'IGBT canal N, on ne parlera pas vraiment de l'IGBT canal P dans cette vidéo parce que on va s'intéresser surtout au canal N, c'est le plus utilisé et c'est celui qui permet de commuter le plus de puissance. Alors on voit que au niveau du symbole, dans le cas du MOSFET canal N, on avait la flèche qui était en 30. Par contre, au niveau de l'IGBT, ce sera comme pour un transistor à jonction, on a la flèche qui est sortante, donc toujours pour le canal N. Alors si maintenant on prend le schéma équivalent de cet IGBT, on voit qu'on a tout d'abord un transistor MOSFET à l'entrée, et puis ce transistor MOSFET commande un transistor bipolaire. Et en réalité, si on va creuser un peu plus loin, on voit qu'en plus de ces deux transistors, on a un transistor parasite qui apparaît entre la base du transistor bipolaire et son émetteur. Ce transistor parasite va nous poser quelques petits soucis, et entre autres, il sera responsable du latching. Mais on verra ça un peu plus loin dans la vidéo. On l'appelle aussi courant de queue. Alors, quels sont les avantages de l'IGBT? Eh bien, donc, comme je vous ai dit, il a une commande en tension, il est facile à piloter comme un MOSFET. Il est capable de commuter des courants et des tensions importantes, comme un transistor bipolaire. Il a moins de perte de puissance en conduction par rapport au MOSFET, et particulièrement avec des tensions élevées. Ici, ça va être notre cas, puisqu'on va l'utiliser sur des tensions de l'ordre de 350-400 volts. Les inconvénients, parce qu'il en a, il a un blocage moins rapide que le MOSFET, donc ça va limiter sa fréquence de commutation. Et lors du blocage, un courant résiduel appelé courant de queue, donc c'est ce que je vous ai dit ici, peut apparaître, ce qui entraîne des pertes. Alors on verra un peu que, entre-temps, la technologie a pas mal évolué et on a réussi à créer maintenant des IGBT qui limitent, voire même qui suppriment complètement ce courant de queue. Alors au niveau de la température, il va se comporter comme un MOSFET avec des courants forts ou comme un transistor bipolaire avec des courants faibles.
Alors si on est un peu curieux, on pourrait se poser la question, oui mais notre IGBT là, c'est un NPN ou c'est un PNP? Eh bien, ni l'un ni l'autre. En réalité, c'est plutôt une combinaison des deux. Donc l'IGBT combine une couche de base de type PNP, donc on a ici PNP, avec la couche collecteur-émetteur de type NPN, NPN. Et ça crée ainsi une structure à 4 couches, PN-PN. Donc on voit PN-PN. Avec bien entendu devant notre petit MOSFET à canal N. Alors la grille, comme dans un transistor MOSFET, permet un contrôle en tension, donc on n'aura pas besoin de pont de polarisation, etc. Tandis que la combinaison PNP-NPN va offrir la capacité de blocage de tension élevée et une faible résistance à l'état passant, donc quand il est saturé si vous voulez. Et c'est un peu similaire à un transistor bipolaire. Donc BJT, ça veut dire Bipolar Junction Transistor, transistor bipolaire à jonction. En résumé, l'IGBT ce n'est pas un NPN ni un PNP, mais plutôt un dispositif hybride qui va tirer parti des avantages des deux types de transistors. Alors si on veut reconstituer ou représenter un IGBT canal N, on va d'abord avoir le petit MOSFET à l'entrée qui est un canal N, et puis ensuite derrière on aura notre transistor bipolaire, et on voit que malgré que c'est un canal N, le transistor bipolaire ici il est PNP. Mais malgré tout, on va le représenter comme ceci avec la flèche sortante. Donc la constitution interne de notre IGBT, ce sera à partir du collecteur. On a d'abord une zone P, une zone N et une deuxième zone P qui vont constituer le transistor de sortie, je vais dire. Et puis ensuite, on a la zone N, la zone P et la fine zone de couche isolante, comme on avait vu dans les MOSFET, qui va constituer le MOSFET à l'entrée. Alors au niveau des boîtiers, bien souvent, vous trouverez des IGBT qui ont le boîtier TO220, etc. Ou alors un petit peu plus gros, comme celui-ci. Mais vous avez aussi des énormes IGBT, comme celui-ci par exemple, vous voyez la taille par rapport au crayon qui est là, donc il fait certainement 30 sur 20 cm, mais il est capable de commuter 1200 ampères à 3300 volts. Donc vous voyez, c'est une grosse bébête. On a aussi des modules IGBT qui comportent des demi-ponts en H. Donc vous avez déjà 2 IGBT à l'intérieur avec les diodes de protection. Vous avez le gate pour la commande et vous avez aussi un point de mesure qu'on va renvoyer pour la tension de référence du demi-pont en H, comme on a vu dans l'épisode précédent, donc quand on voyait le pont en H. Alors en début de vidéo, je vous ai dit qu'on avait parfois des soucis avec les IGBT, c'est-à-dire que lorsqu'on veut le désactiver, lorsqu'on veut le bloquer, il présente un courant résiduel qu'on appelle le courant de queue, et ça c'est dû à la présence de trous dans la zone de dérive, donc la région drift qui est là. Alors pour pallier ce problème, on a ajouté une couche supplémentaire, donc une couche qu'on appelle buffer, c'est une couche dopée N+, qui permet d'absorber rapidement ces trous. Et donc comme ça, l'IGBT va commuter plus rapidement, mais malheureusement il va supporter une tension inférieure à celle de l'IGBT non-punch-through. Alors il est possible aussi que de temps en temps vous entendiez parler d'une technologie IGBT trench ou trench fill stop. Alors la technologie trench, donc c'est une structure en tranchée, trench veut dire tranchée en anglais, donc c'est un canal vertical dans la couche de silicium, ce qui permet d'augmenter la densité de courant et d'améliorer les performances de commutation. Donc c'est un procédé de fabrication un peu différent de l'IGBT. Et le field stop, c'est une couche supplémentaire, un peu comme ici on avait la couche buffer, eh bien on a une couche aussi dopée N+, qui vient s'intercaler entre le P+ du collecteur et la couche N- du drift. Alors cette couche field stop, donc c'est une région dopée, comme je vous ai dit, N+. Les avantages, c'est que la couche field stop, elle améliore les capacités de l'IGBT à supporter des tensions élevées. On a d'ailleurs maintenant des IGBT à plusieurs kilovolts.
Il y a des faibles pertes à l'état passant, c'est-à-dire que la combinaison des technologies Trench et Field Stop réduit les pertes d'énergie lorsque l'IGBT est allumé. Donc, si vous voulez, sa résistance on est beaucoup plus faible. Et la vitesse de commutation est améliorée, donc les IGBT Trench Field Stop commutent plus rapidement que les IGBT traditionnels, ce qui permet de réduire les pertes en commutation. Donc, pour résumer, cette nouvelle technologie, Trench Field Stop, permet d'avoir des IGBT qui résistent à des plus hautes tensions, manipulent des plus grosses puissances puisque la résistance on est plus faible, et fonctionne avec des cadences de commutation plus élevées, donc des fréquences de commutation plus importantes. Alors sur le plan pratique, il n'est pas vraiment nécessaire de refaire une expérience, puisque notre deuxième étage de convertisseur va être basé sur exactement le même schéma que ce qu'on a vu dans EP51. Souvenez-vous, on avait fait un petit convertisseur d'essai alimenté en 35 volts qui nous sortait 22-23 volts alternatifs. On va récupérer le même schéma, donc le GS002, le driver pour piloter le pont en H. Les IRF 840, les MOSFET, vont être remplacés par des IGBT G40N65. Ce sont des 650 volts 40 ampères. On a aussi ajouté 2 condensateurs de filtrage sur l'entrée continue. La résistance de gate est passée de 4,7 ohms à 10 ohms. Le shunt est passé de 0,1 à 0,05 ohms. On a remplacé la bobine de 3 mA et quelques par une bobine de 2 mA. Et on a amélioré le filtre de sortie de manière à diminuer encore le bruit et les harmoniques. Alors comme d'habitude, en lien dans la description de la vidéo, vous trouverez les différentes planches qui ont servi aux explications, donc les schémas, etc., ainsi que les datasheets de notre IGBT. Alors le voici, il s'agit d'un B40N65. On voit qu'il a un courant maximum de 40 ampères et 650 volts. Son VCE-SAT, donc la tension lorsqu'il est saturé entre le collecteur et l'émetteur, est égale à 1,7 volts. Et on voit que par rapport au transistor qu'on avait utilisé, donc au MOSFET qu'on avait utilisé dans le convertisseur d'essai, il est pin à pin compatible. Donc vous pouvez enlever le MOSFET et mettre l'IGBT à la place et c'est parti. Étant donné qu'il est piloté en tension comme un MOSFET, bon, c'est exactement pareil. Alors au niveau de ses caractéristiques principales, donc on a vu sa tension maximum, son courant maximum. On voit aussi que la tension maximum gate émetteur est de 20 volts, donc ça correspond à la tension maximum gate source dans un MOSFET. On voit que la puissance qui peut dissiper au maximum est de 360 watts à 25 degrés et 180 watts à 100 degrés. Donc on prendra cette valeur de 180 watts le jour où on doit décider de quel IGBT on va utiliser dans une application particulière. On voit aussi qu'on a la tension de déclenchement, donc le Gate Emitter Threshold Voltage. Donc ça correspond dans un MOSFET à la tension Threshold Gate Source. Donc c'est la tension à partir de laquelle il va conduire. Elle est de 6,5 volts. Donc lorsque vous mettez 6,5 volts entre l'émetteur et le gate, le transistor commence à conduire. Voilà, je pense que vous en savez un peu plus sur ce que c'est qu'un transistor IGBT, comment ça fonctionne, comment c'est fabriqué, etc. Comme vous le voyez, pour nous, en tant qu'utilisateurs, c'est quasiment transparent, parce que vous enlevez le MOSFET et vous mettez l'IGBT à sa place. Au niveau du pilotage, il n'y a pas de différence. Dans le prochain épisode, on verra ensemble le câblage de deuxième étage de notre convertisseur, donc à partir du kit que je vous ai déjà présenté. On va d'abord le câbler, et ensuite on va effectuer les premiers essais. Donc tout d'abord, je ferai un essai avec une tension d'alimentation de 35 volts continu, plus ou moins, et ensuite on pourra le tester avec les 350 volts pour voir si, justement, on peut obtenir 220-230 volts sinusoïdaux 50 Hz à la sortie. Alors en attendant que je lise vos commentaires et vos questions, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets
je vous souhaite aussi de très bonnes vacances et à bientôt pour la suite du convertisseur.